Bonjour et bienvenue dans ce point de situation sur la guerre en Ukraine dans lequel on va revenir sur les 5 dernières semaines du conflit qui sont marquées par des combats acharnés dans le Donbass où chacun tente de marquer des points, ce qui a provoqué des pertes gigantesques, notamment chez les Russes qui continuent à essayer de faire des offensives, ainsi qu'une attaque inédite qui a été réalisée avec des drones navals sur la flotte de la mer Noire, également la multiplication des attaques de missiles contre les installations civiles, mais aussi et surtout le retrait de l'armée russe de la rive droite du Dniepr et donc de la ville de Kherson après des mois de combat, ce qui est évidemment l'aboutissement du piège dans lequel les Russes étaient tombés au printemps dernier. Avec ce constat, c'est que depuis le croisement des courbes dans le courant de l'été, il y a cette contre-offensive qui a été initiée fin août et qui donne des résultats énormes avec des avancées ukrainiennes qui se font par vagues et qui ont permis de libérer déjà plus de 20 000 km², c'est-à-dire qu'on est revenu au niveau d'occupation qu'on avait dans le courant du mois de mars. Absolument colossal, c'est un succès très important. Côté matériel, les défaites russes se traduisent par des pertes énormes sur le terrain, avec plus de 2600 pertes matérielles confirmées en OSINT juste sur la période, donc à partir du début septembre, contre un peu plus de 700 pertes pour les Ukrainiens. L'élément important à souligner, c'est qu'on a quand même plus de 1100 des matériels qui sont perdus par les Russes, qui ne sont pas détruits, mais qui sont capturés et qui sont réintégrés en tant que trophées à l'intérieur de l'armée ukrainienne. C'est cela que j'appelle l'effet domino, dont je vous ai parlé également la dernière fois, c'est-à-dire que chaque défaite russe se concrétise à la fois pour un affaiblissement de l'armée russe, mais aussi par un renforcement ukrainien, puisqu'il y a une partie du matériel qui est transférée. Et donc cette supériorité ukrainienne que l'on constate, elle ne devrait logiquement aller qu'en se renforçant avec le temps. Sur le terrain, la supériorité opérationnelle ukrainienne, elle est possible par la combinaison de plusieurs facteurs. Déjà, le nombre de soldats qui sont très supérieurs, puisqu'on a au moins 700 000 soldats qui sont ukrainiens, qui sont mobilisés depuis maintenant plusieurs mois, qui sont formés, qui ont reçu des formations de haut niveau, notamment en Europe, aux États-Unis. Donc, ils ont également un moral qui est très élevé et qui est encore plus élevé grâce à leur victoire récente. Ils disposent d'un équipement qui est désormais à peu près équivalent en nombre à ce qu'auraient les Russes, mais en plus d'une qualité qui est infiniment supérieure. Et le dernier facteur, c'est évidemment un commandement qui est de grande qualité, ce qui est notamment permis par du renseignement, qui est en réalité évidemment celui de ses alliés, ce qui lui permet notamment d'exploiter à fond tous les atouts comme le HIMARS de plus de 70 km de portée, et vous voyez ici les 163 cibles stratégiques ont été détruites entre début octobre et la mi-novembre, sachant que les évolutions récentes du front ouvrent d'autres opportunités pour ces missiles à longue portée. Les Russes sont obligés de retirer et de reculer avec leur logistique s'ils ne veulent pas qu'elle soit totalement détruite. On va donc commencer notre tour traditionnel d'horizon, en commençant comme d'habitude par le front sud et la région de Kherson. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que le front allait céder dans les toutes prochaines semaines puisque l'on voyait quelques signes annonçateurs, et c'est effectivement ce qu'on a constaté. Le premier élément constaté, c'est l'accélération de l'effondrement militaire de la zone depuis la coupure du pont de Crimée, puisque le flux logistique a priori été divisé par deux, ce qui a entraîné une nouvelle baisse de la capacité de combat russe dans la zone, qui était déjà structurellement déficitaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le flux, notamment pour les munitions, les carburants, qui était très très difficile à suivre, mais en plus, les équipements lourds ne pouvaient plus être remplacés. Et vous voyez sur cette image, c'est un missile AGM-88, c'est-à-dire anti-radar qui est tiré par un MiG-29, et ça permet de détruire les défenses aériennes russes en remontant jusqu'à l'émetteur du radar. Donc après 5 mois de combats acharnés, l'aviation ukrainienne, elle est quasiment libre d'opérer, et l'artillerie russe qui est placée sur la rive droite du Dniepr va quasiment s'arrêter de tirer, faute de munitions, et on a des témoignages avec des pièces d'artillerie ukrainiennes qui peuvent se permettre de rester sur place pendant des jours et des jours, sans risquer de tir de contre-batterie. Donc les Russes restent impuissants, ils sont contraints de subir sans pouvoir répondre aux obus qu'ils se prennent, et qui sont d'une précision qui est infiniment supérieure à ce que eux peuvent avoir. Vous voyez par exemple ici 2 chars qui sont détruits par 2 tirs d'obus Excalibur. Au passage, vous imaginez à quel point c'est infiniment plus simple de gérer une logistique quand les munitions sont de meilleure précision, puisque 2 tirs égale 2 coups au but, alors que sur les matériels soviétiques qui sont utilisés par les deux armées, on est plutôt autour de 20 coups pour espérer pouvoir toucher une cible fixe. Donc, en première ligne, en tout cas, la situation, elle permet, on le voit, de préparer des offensives, puisque les Ukrainiens, leur artillerie, prépare le terrain,
Et donc on a cette progression ukrainienne qui se fait village par village, avec des combats acharnés. Ici on est plein ouest de Kherson à Myrne, et on voit cet assaut ukrainien avec seulement un blindé sur une position russe. Le blindé n'essuie apparemment même pas de tir, probablement que les Russes n'avaient plus de missiles même pour se défendre, et donc une fois que les Ukrainiens arrivent près de ces tranchées, ils débarquent, ils avancent, vous avez les 3/4 des Russes qui ont déjà abandonné leur position sans même tenter de se battre, il y en a quand même 2 ou 3 qui essaient de faire semblant de tirer avant de reculer, et puis tout le monde s'enfuit en courant. Donc ce qui est vraiment marquant sur cette image, c'est ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de véhicules, ils n'ont apparemment pas de missiles pour se défendre, et ce type de scène, c'est quelque chose qu'on va quand même voir se répéter plusieurs fois dans la zone, donc a priori, ça se voit sur la situation dans les combats, les Russes n'ont plus les moyens de se battre. On a une grande fébrilité dans l'armée russe, et ça se perçoit également avec des accidents de la route. C'est normal d'avoir des accidents de la route, vous en avez partout, mais là, ils sont réellement relativement fréquents, et on peut se poser la question à la fois de la formation des conducteurs, ou alors de leur taux d'alcoolémie, c'est possible, mais là, par exemple, sur cette image, c'était une ligne droite. Certes, il fuyait des tirs, mais on ne voyait plus les tirs depuis longtemps, là où ils se trouvaient, donc il y a certainement aussi un problème de formation, et qui se remarque, du coup, dans ces accidents. À partir de la fin octobre, il y a les demandes qui sont faites aux soldats ukrainiens de ne pas communiquer, qui sont de moins en moins respectées. Et on voit beaucoup d'images de soldats, d'attroupements. Ici, on a un point de rassemblement de véhicules. Ici, c'est la même chose. Et vous reconnaissez une grande quantité de véhicules de l'avant blindés, donc qui sont fournis par la France. Là, vous voyez de l'infanterie, donc des masses très importantes. Et puis, toujours ces tirs de grade et d'artillerie à longue distance, avec des destructions, mais aussi simplement des tirs. Donc, il est clair que une grande offensive ukrainienne est en préparation, et c'est à ce moment-là qu'on commence à percevoir des signes de départ des Russes de la zone. On a des comptes et des analyses en OSINT qui permettent de voir que des dépôts de munitions qui se trouvent dans les 80 km de Kherson commencent à être vidés. C'est-à-dire qu'il y a une anticipation de la part des Russes d'une future avancée ukrainienne, et donc ils commencent déjà à évacuer une partie des équipements pour qu'ils ne soient pas à portée d'HIMARS une fois que les HIMARS auraient avancé. Le 5 novembre, on a par exemple le compte Coup Sûr, que je vous invite à suivre, qui confirme ces soupçons, avec également des analyses satellites, avec la construction de lignes de défense sur la rive gauche du Dniepr, et puis on a également des analyses qui permettent de définir les lieux sur lesquels il y a des navettes qui se font d'une manière relativement intensive, beaucoup plus intense, notamment parce qu'ils commencent à faire des évacuations de personnel. À partir de la fin octobre, on a également une annonce russe comme quoi ils évacuent des civils, soi-disant c'est les termes qu'ils utilisent, donc on sait, en réalité ce sont des déportations, il y a au moins 2500 civils ukrainiens qui ont été déportés et relocalisés dans des zones qui sont contrôlées par l'armée russe, et l'armée russe les utilise en réalité comme bouclier humain pour pouvoir traverser en bateau. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne ne peut pas tirer sur les bateaux dans lesquels il y a des civils, et il se limite à des tirs quand les bateaux reviennent à vide, du coup, vers Kherson. On voit ici une attaque contre un ponton de débarquement qui est touché de nuit, et accessoirement, sur ces images, ça signifie que les Ukrainiens ont des drones avec des caméras infrarouges qui leur permettent de réaliser des guidages. On a aussi de nombreuses images de petits bateaux qui sont sabotés, et sur cette action, on a à la fois des résistants ukrainiens qui essayent d'empêcher les Russes de s'enfuir, et on a aussi les Russes qui veulent empêcher un ultérieur débarquement sur leur zone. Et dans ces images, ce sont des soldats russes donc, qui ont détruit quelques petites embarcations, mais ensuite qui se font tirer dessus par leurs propres amis qui sont de l'autre côté du Dniepr. Donc quelques difficultés d'organisation et de coordination entre eux. À partir du 8 novembre, on a des rumeurs d'assaut ukrainien, ce qui permet d'avancer et de prendre quelques villages. Et le 9 novembre, c'est une officialisation de la part des Russes qui disent « on abandonne la zone », ce qui est certainement une très sage décision de la part des Russes, parce que dans tous les cas, ils sont en train de s'effondrer, et plutôt que de perdre 15 000, 20 000 soldats qui sont encore présents dans la zone, et que ça se passe comme à Liman, où finalement 100% des troupes avaient été détruites et 100% du matériel avait été récupéré par les Ukrainiens, là, ils préfèrent se reculer pour réduire leurs pertes. Donc, dans un premier temps, on a l'impression, en tout cas grâce aux images qui sont fournies par les Russes, que le retrait se fait plutôt en bon ordre, avec un retrait qui est couvert à longue distance, avec des tirs d'artillerie qui se font depuis la rive gauche du Dniepr, et également l'utilisation de drones suicides Zala, et ça on les voit beaucoup revenir sur cette période.
Donc les Russes, on les voit, ils présentent leur matériel qui aurait été transféré, les hommes qui traversent tranquillement sur des pontons flottants temporaires, ce qui fait penser à un moment que le repli s'est réellement bien passé, et les Russes se vantent même de tout piller, c'est-à-dire qu'ils le disent. Ils ont pris les ossements du prince Potemkin, ils ont pris les animaux du zoo de Kherson, jusqu'au petit train des enfants, mais également des pillages dans les appartements, également dans les magasins. Vous voyez ici un soldat russe qui essaie de fracturer la porte d'un magasin. Et une fois que ces troupes sont passées, les ponts sont détruits pour vraiment, réellement empêcher les Ukrainiens de reconstruire et de traverser de leur côté. Ici, c'est le pont Antonivski de Kherson, ainsi que le pont flottant que les soldats russes avaient utilisé à pied. Sauf que, d'après les éléments dont on dispose maintenant, il y aurait en réalité des soldats russes qui tenaient le front, qui ont été simplement abandonnés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reculé et se sont organisés, ils ont laissé des centaines, peut-être des milliers de soldats sur place pour tenir le front, pour continuer à se battre sans les avertir qu'ils allaient bientôt devoir reculer, et ils les ont simplement abandonnés sur place. Et ça se voit également quand on analyse l'emplacement de ces combats. Vous voyez cette carte qui est réalisée spécialement pour nous par le compte Map Invasion, où on voit les avancées qui s'est faites en 2 temps, et vous voyez ensuite les points chauds qui sont les endroits où il y a eu des combats assez intenses pour être détectés par des satellites qui traquent le sol pour détecter normalement les incendies. Et on reçoit ensuite des images des colonnes russes bombardées par l'aviation ukrainienne, ici c'est avec un Sukhoi 25, et puis on se rend compte que certaines des images qui ont été fournies par les Russes, qui étaient présentées comme la destruction de matériel ukrainien par des drones Zala, sont en fait dirigées contre du matériel russe. Donc là, on ne sait pas s'il s'agit d'une bavure, ou si c'est une destruction volontaire de matériel qu'ils avaient dû abandonner sur place, mais en tout cas, c'est bien moins glorieux avec un petit peu de recul. Et plus ce temps passe, plus on a de confirmation de ces éléments. D'abord les témoignages des nombreux prisonniers russes que les Ukrainiens ont pu faire, dont beaucoup de conscrits, mais aussi, vous regardez les tas de casques, de gilets pare-balles qui ont été abandonnés le long du Dniepr par des soldats qui ont voulu traverser à la nage. Sauf qu'avec de l'eau qui se trouve à 6 degrés, avec une rivière qui fait 500 mètres de large, évidemment ça a provoqué des dizaines de cas de noyades, et on a beaucoup d'images de soldats russes qui sont noyés, qui s'échouent sur les rives, et également vous voyez ce relevé de position des téléphones portables russes qui sont présents sur le réseau ukrainien, qui permet de voir tous ces points rouges qui sont en plein milieu du fleuve et qui sont évidemment les corps flottants de Russes noyés avec leur téléphone qui fonctionne encore. Donc au final, les premières images ukrainiennes qui permettent de voir la masse de matériel russe opérationnel qui ont été abandonnés sur place, on a des chars comme ce T-90A, qui est ici tiré d'ailleurs par un T-72B3 qui a été lui aussi capturé par le passé. Dans la défense aérienne, on a même des systèmes S-300, on a une grande quantité de camions qui manquent pourtant cruellement à la logistique russe, on a des pièces d'artillerie comme cet Howitzer ou alors des pièces comme le D-30, et plus étonnant, ils ont une fois de plus abandonné du matériel ultra sensible, comme ce radar de basse altitude en bande S qui s'appelle le Podlet K1, mais également des milliers de pages de documents sensibles qui ont été laissés sur place par le FSB. Comme quoi les choses sont vraiment pas déroulées comme prévu pour les Russes, et on peut d'ailleurs constater que ces courbes, encore une fois, qui correspondent aux pertes russes, connaissent de nouveau un pic du niveau à peu près équivalent aux grandes défaites russes de Izium ou Liman. Donc évidemment, le choc a été moins intense, ça s'est fait d'une manière plus progressive, mais en réalité, il y a eu encore une fois beaucoup de pertes dans ce retrait que les Russes ont réussi à maquiller en donnant l'impression que ça s'était bien passé, mais a priori, ça a été beaucoup moins facile que prévu. Quoi qu'il en soit, la libération de Kherson a entraîné d'immenses scènes de liesse dans les rues, des images qui font vraiment plaisir à voir, peut-être parmi les plus belles depuis le début de la guerre. Pour la Russie, c'est évidemment un échec militaire cuisant, mais c'est pas réellement une surprise, puisque tous les ingrédients s'étaient mis en place depuis que la Russie était tombée dans le piège, et on l'a compris à partir du mois de juillet, je vous renvoie vers les vidéos précédentes, quand les ponts avaient été totalement coupés, et que ces hommes s'étaient retrouvés dos au mur, dos au Dniepr, ils ne pouvaient plus réellement se battre. Et symboliquement, évidemment, c'est absolument énorme, c'était la seule capitale régionale que les Russes avaient réussi à capturer depuis le début de l'invasion, c'était un territoire qui était officiellement devenu russe, et 41 jours avant de leur évacuation forcée, ils avaient dit que les Russes étaient là pour toujours, donc en termes idéologiques, politiques, militaires, c'est réellement un gros échec, un de plus, et ce qui fait que les Ukrainiens ont réussi à reprendre déjà 20 000 km² de terrain depuis le début du mois de septembre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si demain ces deux armées se retrouvaient face à face dans une autre zone, les Russes ont perdu peut-être un tiers de leurs équipements et une partie de leurs hommes. De l'autre côté, les 30 000, 40 000 soldats ukrainiens qui ont réussi à gagner ce combat dans cette zone vont être redéployés ailleurs. Si on les retrouvait face à face, le différentiel en faveur des Ukrainiens serait encore plus marqué cette fois-ci. Et ce qui est intéressant également, c'est que les Ukrainiens ont annoncé qu'il y a tellement d'équipements qu'ils ont pu récupérer,
qu'ils vont créer de nouvelles unités, et notamment une unité d'Azov qui sera 100% équipée avec du matériel russe qui a été capturé. Je vous rappelle que l'armée ukrainienne, c'est plus de 700 000 hommes qui sont maintenant sortis des écoles, mais il y en a seulement 200 000 qui ont une capacité de manœuvre, c'est-à-dire qu'ils ont du matériel, des équipements nécessaires pour conduire des offensives, une fois que le terrain est préparé, mais on est en train, encore une fois, de voir un renforcement de l'armée ukrainienne qui va se concrétiser certainement dans les prochaines semaines. On reste dans le front sud et dans l'oblast de Kherson. Il faut savoir qu'on s'attendait, a priori, à ce que les Ukrainiens s'arrêtent au niveau du Dniepr, puisque de la même manière que ça avait été compliqué pour assurer une logistique pour les Russes, on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir de débarquants dans la zone. Et en réalité, le jour même du départ des Russes de la rive droite, on a plusieurs revendications de débarquement, notamment sur la péninsule de Kibourne, où on voit ces superbes images de commandos qui se déplacent dans la brume, puis qui annoncent la libération de plusieurs villages, dont celui de Héroïske, avec même une confirmation de la part des Russes. Donc l'avantage de cette zone, c'est qu'elle est sous couverture de l'artillerie ukrainienne, qui peut rester sur la rive droite, et on a également des rumeurs plus au nord, vers Olaplistan et Oleshki, mais les sources ukrainiennes sont quasiment inexistantes. Ce sont des revendications sans images, et les seules images qu'on a viennent d'un reporter russe qui fuit Oleshki en voiture, en disant qu'il y a des combats dans la zone, et l'information est confirmée par les Russes le 18 novembre, comme quoi il y a des combats sur la région. Vous voyez cette carte topographique de la zone qui permet de voir Oleshki, qui est isolé dans la forêt, donc si les Ukrainiens prennent pied, ce serait idéal pour des infiltrations ultérieures. Donc on ne sait pas si ce sont des actions ponctuelles, temporaires, de quelques commandos, ou si c'est la construction d'une vraie tête de pont, mais dans le premier cas, ça imposera à minima aux Russes de maintenir une présence sur place avec beaucoup de troupes au cas où les Ukrainiens arriveraient, et si c'est une vraie tête de pont et qu'ils veulent continuer de ce côté, ce serait une vraie surprise stratégique, parce qu'encore une fois, on imaginait plutôt un renversement pour prendre les Russes du côté par exemple de Melitopol, ou alors renforcer les troupes dans le Donbass. En tout cas, on a bien des images de tirs de précision éclairés par des drones sur la rive gauche du Dniepr, avec encore une fois ce gros avantage pour les Ukrainiens, c'est la précision et la portée de leur artillerie qui est bien supérieure à celle des Russes, ce qui permet d'avoir une couverture lourde sans avoir besoin de réaliser ce débarquement dans un premier temps. Tout cela, ça s'explique aussi peut-être par le matériel qu'on avait vu passer il y a quelques semaines, quelques mois. En Pologne, on avait vu des dizaines de petits bateaux. On a également des moyens de franchissement lourds qui avaient été donnés par exemple par la France, et c'est peut-être également ça qui va permettre et qui permet déjà ce débarquement sur la rive gauche du Dniepr pour les Ukrainiens. Un petit peu plus au sud, il y a un volet naval dans la mer Noire avec une première mondiale, avec ce raid de drones navals qui offre un retour en temps réel sur la situation aux Ukrainiens. On ne sait pas si c'est un tour de force de la part des Ukrainiens d'avoir su contourner les protections pour entrer dans le port et y toucher plusieurs navires russes, notamment le navire amiral qui a remplacé le Moskva qui avait été coulé, ou si c'est un nouveau signe d'incompétence des Russes, mais en tout cas, les effets, ils sont présents. On voit que les Russes envoient des hélicoptères pour essayer de tirer sur ces drones, mais qu'ils n'arrivent pas à le toucher. Et outre l'efficacité de l'attaque, on souligne également la prouesse technique qui permet d'avoir des images de grande qualité qui remontent, ce qui signifie qu'on a un émetteur qui n'a pas été détecté par les Russes, et donc la guerre électronique sur la zone, est-ce qu'elle est inexistante? Ils n'ont pas de système pour brouiller également ces communications. C'est assez étonnant. Et alors au final, on n'est pas sûr du nombre de bateaux qui ont été endommagés, mais l'action a encore réduit la capacité de manœuvre de la marine russe dans la zone, surtout que les Ukrainiens ont pu avancer des missiles sur toute la côte de Kherson. Par exemple, ici, vous avez la première preuve de la présence des missiles anti-navires et anti-chars suédois RBS-17 qui sont utilisés contre un bateau grâce au guidage de drones. Et on a même appris le 19 novembre qu'il y avait encore une fois une attaque de drone naval, mais qui avait été réalisée à beaucoup plus longue distance sur le terminal pétrolier de la base de Novorossiysk. Côté russe également, ils font quelques annonces de destruction, notamment on voit ce patrouilleur ukrainien qui est détruit, encore une fois, avec une munition rôdeuse cube de Zala. Sur tout le reste du front sud, il y a des combats épisodiques, mais pas réellement d'offensive. On souligne quand même la grosse activité de la résistance qui est restée en zone occupée et qui organise de nombreuses attaques contre les troupes russes, contre la logistique et également contre l'administration d'occupation. Et je vous présente au passage ces quelques images qui datent du mois de novembre de Mariupol, la ville totalement rasée par les Russes, qui a soi-disant été réparée d'après leur propre propagande, mais vous voyez évidemment, il n'en reste rien, elle est dans un état déplorable.
Si on va maintenant à l'est, dans le Donbass, et notamment au nord du Donbass, dans l'oblast de Louhansk, la zone est en ce moment beaucoup moins propice à des offensives mécanisées de grande ampleur, car il y a beaucoup de boue, c'est-à-dire que les chars pourraient avancer, mais une fois qu'ils auraient avancé, les camions et la logistique ne pourraient pas les suivre, ou alors la progression est uniquement possible sur des grands axes routiers, donc relativement prévisibles, et donc ils peuvent également subir des mines. Vous regardez ici la situation derrière ces Mi-8, où simplement ces soldats qui essayent de marcher, c'est très très compliqué de se déplacer. Accessoirement, il y a beaucoup de nuages et du brouillard, ce qui empêche l'emploi des drones ou de l'aviation, donc c'est pas du tout favorable pour l'instant pour des offensives, contrairement au front sud ou à la région de Kherson, ce qui n'empêche pas des combats qui sont durs, qui permet quand même d'avoir des avancées au profit des Ukrainiens qui se font dans la douleur. Et vous vous souvenez d'ailleurs de la ligne de défense Wagner que j'avais évoquée dans le mois dernier. Ça y est, elle a été dépassée. Là, on est dans un AMX-30 EBM anti-mine, donc qui a été fourni par la France, qui va renverser sans souci ces blocs de béton. Donc ça a au moins rayé à la peinture en dessous, donc c'est vraiment super efficace. Et dans le Dragon, toute la communication qu'ils ont mis autour de ça, évidemment, c'était ridicule. On a aussi ici, par exemple, un assaut avec les Ukrainiens qui foncent rapidement malgré les tirs de l'artillerie russe, qui tombent sur les habitations à droite et à gauche des routes. Mais au final, on a quand même des images de combat. Également ici, là, ce sont des Russes qui ont été faits prisonniers par des hommes de l'unité d'élite Kraken. Ça avance comme ça, petit à petit, et dès que la météo s'améliore, on a des images aériennes, ce qui profite principalement aux Ukrainiens, dont l'artillerie vise mieux. Ici, ils détruisent un système de défense aérien Tor, donc d'origine russe, et ça se rapproche ainsi petit à petit de Svatové. Ici, on a par exemple 3 tanks T-72B3 qui sont capturés. C'est quand même rare de prendre autant de tanks modernes en même temps, capturés et non pas détruits. Et on a également des preuves de la prise du village de Makiyivka, des rumeurs autour de Popivka. Et d'ailleurs, à Makiyivka, vous entendrez peut-être parler, c'est un cas où des Russes avaient été faits prisonniers, je vous montre le début de ces images, et malheureusement, il y a un soldat russe qui arrive de derrière ce mur et qui va reprendre les tirs contre les Ukrainiens qui sont en train de les faire prisonniers, si bien que les Ukrainiens répondent et qu'il y a une partie de ceux qui avaient été faits prisonniers qui vont se faire tuer dans l'échange de coups de feu. Donc ça ressemble beaucoup à des tirs réflexes, mais les Russes sont en train d'utiliser ces images comme s'ils avaient voulu tuer tous ces soldats qu'ils étaient en train de faire prisonniers. Si on regarde directement dans la ville de Svatové, on a des images qui sont partagées par des soldats russes qui montrent l'efficacité des tirs ukrainiens, parce qu'évidemment, encore une fois, la grande précision des artilleries et des pièces de longue distance ukrainiennes fait vraiment des dégâts très très lourds dans la zone. D'ailleurs, il y a eu plusieurs cas dans lesquels on a eu certainement des centaines de mobilisés russes tout fraîchement arrivés sur le terrain qui sont morts en un seul coup, notamment avec une attaque de HIMARS. Il y en aurait jusqu'à 200 qui seraient morts dans une seule frappe. Et vous avez même des familles de ces jeunes qui se plaignent, qui n'ont aucune nouvelle de leurs enfants depuis le 3 novembre dernier. Il y a beaucoup de plaintes sur les médias sociaux, donc ça a l'air d'être vraiment catastrophique en nombre de morts pour les Russes, même si ça ne permet pas aux Ukrainiens d'avancer très franchement. Côté russe, on a toujours ces tirs qui sont très démonstratifs, c'est principalement fait pour la communication. Par exemple ici, ils sont avec des lance-roquettes multiples, mais c'est quand même intéressant de constater qu'ils mettent de plus en plus en avant les mortiers de petite taille dans leur communication, au détriment de l'artillerie lourde, qu'on sait en perte de vitesse plus ou moins chaque semaine, donc peut-être qu'il y a aussi ce basculement vers du matériel plus léger. Évidemment, c'est aussi un signe de mauvaise santé pour l'armée russe. Plus au sud, si on va dans l'oblast de Donetsk, on a très peu de mouvement, il y a une grande stabilité qui est mise à profit par les Ukrainiens qui exploitent à fond leur artillerie de précision. Par exemple, ici, vous avez la destruction d'un char russe qui est au milieu des maisons. Et même ici, on voit bien l'effet de l'obus Excalibur sur ce char qui est caché dans les décombres d'une maison et qui est détecté malgré le fait qu'il soit caché sous un toit. Pour les Russes, on souligne quand même l'amélioration de l'efficacité des drones qui larguent ces petites munitions. Donc ici, on est à Orlivka, et c'est une compilation qui est directement fournie par les Russes, et on constate que la précision s'est vraiment beaucoup améliorée, avec enfin l'emploi de munitions qui sont dédiées, alors que jusque-là, c'était quand même plutôt de la débrouille. Plus au sud, c'est assez incompréhensible, mais les Russes s'obstinent à lancer des assauts toujours autour de Donetsk, c'est-à-dire qu'ils concentrent leurs efforts principaux dans une zone qui est certes l'objectif principal de la guerre, puisqu'ils veulent toujours prendre le Donbass officiellement, même si personne n'y croit,
mais ils n'ont pas avancé de 10 km depuis le début de la guerre, depuis le mois de février, malgré toutes leurs offensives, malgré tout ce qu'ils ont mis comme moyens au début. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont des positions de défense qui sont renforcées, ça fait 8 ans qu'ils les préparent, les Russes n'ont pas réussi à faire sauter malgré les bombardements intenses qu'ils ont pu faire dans le début de la guerre, et aujourd'hui qu'ils manquent de tout sur tout le front, ils s'obstinent toujours à lancer des offensives plusieurs fois par semaine dans la zone. Ici, vous voyez une de ces nombreuses offensives russes infructueuses. Là, c'était une offensive qui a été conduite par 2 compagnies de chars soutenues par l'infanterie dans le secteur de Pervomaïske. La vidéo originale dure plus de 10 minutes, donc évidemment, ça se conclut une fois de plus par un retrait russe après avoir subi plusieurs pertes. Et personne ne comprend pourquoi des officiers russes répètent sans cesse la même tactique qui ne fonctionne pas depuis 8 mois. Donc c'est difficile pour les Ukrainiens, mais ça aboutit à des pertes et sans aucun résultat pour les Russes. Et on a des exemples hallucinants de soldats russes qui avancent à pied dans les champs, sans blindés, à découvert. Donc ici, les Ukrainiens leur balancent des petites bombes, mais ce sont vraiment des attaques suicides, comme pendant la Première Guerre mondiale, mais sans préparation d'artillerie ni effet de masse qui permettrait de prendre d'assaut une position. Il faut bien se dire que 100% des soldats que vous voyez là vont mourir, ils vont être blessés, ou alors ils vont être faits prisonniers pour les plus chanceux. Plus au sud, la situation se répète, mais ce ne sont pas des vidéos ou des témoignages qui nous renseignent, ce sont directement les soldats de la 155e brigade navale d'infanterie qui sont normalement affectés sur le front du Pacifique. C'est vraiment un groupe d'élite, faut l'imaginer, c'est un peu comme l'équivalent des Marines américains, ils ont une autonomie totale, ils ont tout ce qu'il faut pour se battre sans soutien extérieur, et là, ils se sont plaints dans une lettre de protestation qui a fait tellement de bruit médiatique qu'elle a imposé au ministère de la Défense russe de réagir, ce qui donc confirme son authenticité. Pour faire simple, les hommes dénoncent que leurs supérieurs sont incompétents, ils se plaignent d'être utilisés comme de la chair à canon. Ils ont reçu l'ordre de lancer une attaque frontale sans préparation sur le village de Pavlivka, qui se trouve au sud de Donetsk, dans des conditions météo difficiles. Je vous lis directement un extrait de cette lettre. Cette offensive, planifiée avec soin par nos grands généraux, on se doute bien que c'est ironique, a entraîné la perte de 300 de nos soldats et de la moitié de notre équipement en 4 jours seulement. Donc c'est véritablement un désastre pour les Russes. L'arrivée des conscrits ou des renforts n'a fait que prolonger les vagues de soldats qui sont envoyés pour se faire massacrer sur les lignes renforcées de la part des Ukrainiens. Donc complètement incompréhensible, et ce ne sont pas que des images, ce sont des faits avérés et confirmés également, même par des soldats d'élite russes. Un petit focus particulier sur Bakhmout, qui a fait l'objet de tentatives particulièrement intenses, notamment de Wagner, qui veut essayer d'obtenir une victoire dans une zone et de prendre une ville pour pouvoir faire une annonce politique, puisqu'on sait que Prigojine, son directeur, se voit certainement un avenir politique, et donc il veut absolument obtenir des victoires pour pouvoir faire du bruit. Et à force d'assaut, les mercenaires qui avaient pu avancer d'à peine quelques kilomètres en 2 mois, mais fin octobre, les Ukrainiens les ont renvoyés sur leur position initiale en seulement 2 jours. C'est-à-dire que 2 mois d'avancée difficile russe ont été annulés en seulement 2 jours d'assaut ukrainien. Donc là, on est dans un char ukrainien avec une GoPro qui se trouve près du canon, mais on voit la différence de capacité entre les deux armées. Cependant, depuis l'effondrement de Kherson et donc le départ des Russes, ils ont été redéployés et il apparaît qu'il y a davantage de munitions qui sont disponibles dans les 2 camps, et donc l'intensité des combats a redoublé dans la région du Donbass depuis l'effondrement de Kherson. Il y a également des troupes, des renforts russes qui ont été redéployés dans la région. En tout cas, pour les gens qui habitent autour, pour les civils, pour les villes, on peut seulement regretter qu'il reste à portée d'artillerie russe, parce que notamment les munitions incendiaires qui continuent à tomber sur Bakhmout très régulièrement, ou ici vous voyez la ville de Marinka, qui est seulement à 10 km à l'ouest de Donetsk, juste à côté de la ligne de front. C'est une ville qui n'a jamais été envahie par les Russes, mais regardez, elle est bombardée en continu, elle a subi plusieurs assauts russes, mais elle est toujours aux mains des Ukrainiens, mais il n'en reste vraiment absolument plus rien. Je suis vraiment désolé, j'ai pas réussi à finir le montage de cette vidéo dans les temps, une vidéo qui durait quand même normalement 50 minutes, donc j'ai fait le montage pour la première demi-heure. On est ce soir le 23 novembre, j'ai tourné le 21 novembre, donc pour éviter qu'il y ait trop de décalage, je vous ai partagé déjà cette première partie de la vidéo. La suite va suivre, j'espère, dans les tout prochains jours. Ce soir, je suis à l'Association Aéronautique et Astronautique de France, la grande soirée annuelle, donc je vais le finir cette nuit, promis. Vous aurez comme ça la vidéo, la suite dans les 2-3 prochains jours. Je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo et je vous dis à très vite.